présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux à l'occasion de la nouvelle année. Qu'elle soit pour vous la meilleure possible, compte tenu de la situation. Bon, sur ces bonnes paroles, nous allons donc aborder le sujet qui fâche. Ceux qui avaient déjà mon livre sur la maçonnerie avaient vu l'illustration de ce personnage à double visage qu'on appelle le rebis. Alors le symbole est intéressant d'abord parce qu'il montre bien ce qu'est en réalité la maçonnerie avec son double visage, le visage avenant, attirant, et puis la réalité qui est derrière. Alors, il y a une chose aussi que je voudrais vous signaler, c'est que cette ambiguïté supposée de l'être humain avec son double visage, pour certains, est la représentation de la dualité homme-femme qui existerait dans chaque être humain. Et alors, si on en croit cette hypothèse, eh bien, vous avez là l'explication de la théorie du genre. C'est aussi simple que ça. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les francs-maçons qui ont imaginé cette dualité par leur image préfiguraient déjà ce qui allait se présenter quelques siècles plus tard avec la théorie du genre qu'ils ont tenté de nous imposer. Et rappelez-vous que ce ne sont pas les socialistes qui ont fait ça, c'est un certain Nicolas Sarkozy avec son ministre de l'Éducation dite nationale, Luc Châtel. Donc, je me répète, si j'ai choisi cette illustration, plutôt qu'une autre, sur la maçonnerie, c'est qu'elle couvre parfaitement ce que je veux dire par cette conférence sur le double visage de la maçonnerie. Alors, une chose essentielle qu'il faut savoir sur la maçonnerie, c'est que ce n'est pas une société secrète, mais une superposition de sociétés secrètes, qui fait que les bas grades, représentés donc par toute cette hiérarchie de la maçonnerie, ne savent rien des buts de la haute maçonnerie. Et en fait, on comprend très bien qu'à travers cette hiérarchie des différentes structures, des différents degrés, c'est tout le secret maçonnique qui se trouve concerné. Et c'est ce qui faisait déjà réagir à l'époque le pape Clément XII quand il faisait la première condamnation de l'Église sur la maçonnerie, à cause de son secret. S'il y a un secret, c'est qu'il y a quelque chose d'inavouable. Alors, commençons par voir comment la maçonnerie cherche à se présenter. Et je vais commencer par l'élément fondamental et, disons, constitutif, que sont les constitutions d'Anderson qui datent de 1723, qui est, on peut le considérer comme le véritable bréviaire de la maçonnerie, et qui démontre parfaitement, justement, cet aspect rassurant que la maçonnerie cherche à se donner. Et je cite le texte de ces constitutions d'Anderson. Un maçon est obligé par sa tenure d'obéir à la loi morale. S'il entend bien l'art, entre parenthèses maçonnique, il ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux. On juge plus commode de nos jours de ne pas les obliger qu'envers la religion sur laquelle tous les hommes se mettent d'accord, laissant à chacun la liberté de ses opinions personnelles. Cette religion consiste à être un homme de bien et sincère,
homme d'honneur et de probité, quelles que soient les dénominations et croyances qui puissent les limiter. Voilà donc le cadre rassurant, apparemment fort louable, par lesquels la maçonnerie attire nombre d'idéalistes, mais aussi, surtout, beaucoup de personnes intéressées par la promotion de leur carrière professionnelle. C'est pourquoi il est nécessaire de les étudier, d'étudier donc ces propositions dans leur action véritable et dans leurs conséquences pour en discerner la réalité au-delà des apparences. L'autre profession de foi maçonnique est celle du franc-maçon juif Édouard Engel, alias dit Plantagenet, qui utilise la même présentation flatteuse que la maçonnerie tend à faire d'elle-même. Je cite. La franc-maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressiste, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'homme. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle a pour devise liberté, égalité, fraternité. La franc-maçonnerie a pour devoir d'étendre à tous les membres de l'humanité les liens fraternels qui unissent les francs-maçons sur toute la surface du globe. Elle recommande à ses adeptes la propagande par l'exemple. Alors, voyons certains passages de ces deux déclarations d'Anderson et de Engel. Pour voir le déphasage existant entre ce que proclame la maçonnerie et ce qu'elle fait. Alors, recherche de la vérité, étude de la morale, amélioration matérielle et morale, perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, tolérance mutuelle, respect des autres et de soi-même et liberté de conscience. Ah bon, d'accord? Mais c'est exactement le contraire que ces mots-là masquent de la réalité maçonnique. Et il n'y a qu'à regarder le spectacle du monde depuis que l'humanité est soumise au sophisme maçonnique de 1789 pour en comprendre le mensonge. Où sont l'amélioration matérielle et morale des peuples, le perfectionnement intellectuel et social de l'humanité, la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même et la liberté de conscience, alors que l'on ne voit que guerre, massacre, persécution religieuse, misère et perversion à l'échelle mondiale, sous l'égide des grandes démocraties, émanation des sophismes de la maçonnerie depuis la Révolution dite française et au travers des grandes institutions internationales, dont l'ONU. C'est exactement à l'inverse que l'on assiste. Or, on juge un arbre à ses fruits. Venons-en maintenant aux questions essentielles qu'il faut se poser à propos de la maçonnerie. Alors, premièrement, qu'est-ce donc que la maçonnerie? D'où vient-elle et sous quelles influences est-elle apparue? Quelle est sa vraie nature et en quoi son action peut-elle expliquer les mouvements de l'histoire et l'évolution de la société? Et quatrièmement, quelle est son importance véritable
car deux erreurs sont à éviter, l'avoir partout ou ne l'avoir nulle part. Voyons donc ce qu'est la maçonnerie et ce qu'elle propose. Et là, comme d'habitude, je vais me baser sur les propres textes d'auteurs maçons et juifs pour le démontrer. Ce texte du franc-maçon Ragon, dans son rituel des 3 premiers grades, c'est-à-dire les niveaux le plus bas, ce qu'on appelle la maçonnerie bleue, qui stipulait, écoutez bien, je cite, « Tout profane qui se fait recevoir maçon cesse de s'appartenir. Il n'est plus à lui, mais il appartient à un ordre qui est répandu sur la surface du globe. » Donc vous vous rendez compte, dès le début, déjà envers ceux qui ne connaissent rien des buts de la maçonnerie, on leur dit « Vous n'êtes plus libre, vous nous appartenez ». Ainsi, contrairement à un citoyen qui adhère au programme officiel d'un parti déjà quelque peu menteur, celui qui rentre en maçonnerie ignore tout de quoi il s'engage. Il n'est plus libre. Et le cynisme du haut initié Albert Pike confirme cette duplicité dans son ouvrage Morals and Dogmas. Je cite, « Une partie des symboles est divulguée à l'initié, mais ce dernier est intentionnellement induit en erreur. On ne veut pas qu'ils comprennent. Leur vraie explication est réservée aux princes de la maçonnerie, c'est-à-dire ceux qui arrivent au haut degré. » De même, dans les recommandations aux frères enquêteurs cités par mon père dans son livre « Le secret des francs-maçons », il est spécifié qu'ils doivent s'entourer de toutes les garanties, même poussées à l'exagération, avant d'accepter un profane. Les profanes sont prévenus qu'en cas de supercherie, la maçonnerie, je cite, ira jusqu'à les attaquer dans leurs biens et leurs personnes. Où est donc la liberté de ces profanes s'ils sont à ce point menacés s'ils ne marchent pas droit? Menacés des pires sévices s'ils dérogent à la règle, celui qui rentre en maçonnerie n'est plus un homme libre, il a librement renoncé à sa liberté. Où sont donc là-dedans la liberté, la tolérance, invoquée, proclamée par la maçonnerie dès ses débuts dans les constitutions d'Anderson? En fait, la tolérance dans le jargon maçonnique n'est invoquée que pour faire baisser la garde à ceux qui démasquent les buts de la maçonnerie. Ainsi, du secret maçonnique et de la discipline exigée à ses membres découle une double tromperie. Celle du député qui, entré en maçonnerie, fait allégeance non plus au parti dont il est l'un des adhérents, mais à la maçonnerie. Et deuxièmement, celle du citoyen qui croit voter pour un programme de son candidat d'un certain parti, alors que celui-ci ne représente que les intérêts, que les buts de la maçonnerie. Venons-en à la notion de morale maçonnique.
et commençons par regarder de plus près les protestations d'honnêteté, de vertu, en reprenant certains passages de cet honnête pasteur James Anderson, que ses propres amis traitaient de faquin à l'époque. Ces références à la loi morale, prétendant qu'un franc-maçon ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irréligieux, qu'il doit être un homme de bien et sincère, homme d'honneur et de probité, sont risibles, je dirais plutôt odieuses, quand l'on sait quelle est leur action, que l'on trouve aux différentes époques depuis la Révolution dite française. Et je vais vous faire un certain nombre de rappels, parce que ça définit parfaitement ce qu'ils sont. Je rappellerai, vous avez ça dans mon livre sur la maçonnerie, le livre de Stanislas de Guaita, qui était un haut initié sataniste du XIXe siècle, dans son livre La Messe Noire. Le plaidoyer pour Satan, de la revue maçonnique L'Acacia d'octobre 2024. Plaidoyer pour Satan. Le livre La sorcière de l'historien bien connu Jules Michelet. C'est à travers de ces historiens que les jeunes Français apprennent l'histoire de France. L'essai sur la liberté et la nécessité, le plaisir à la souffrance du franc-maçon américain Benjamin Franklin, celui qui allait initier Voltaire à la loge des Neuf Sœurs. En fait, c'était la même obsession sadomasochiste du trop connu marquis de Sade, libéré de la Bastille un certain 14 juillet 1789, où la monarchie l'avait emprisonné du fait de ses crimes et de ses perversions. Telle est la symbolique de la fête dite nationale de la République, le 14 juillet. Il faut citer encore les élucubrations sexualo-lucifériennes de l'obédience Templi Orientis, du haut franc-maçon Albert Crowley, et les sacrifices humains qu'il décrivait. Je cite: « Toi, le soleil spirituel, Satan, toi, l'œil, toi, la luxure, crie, toi, l'auto-créé, l'autodéterminé, sois exalté au plus haut. Satan, mon maître, la luxure du bouc. » Ce serpent Satan n'est pas l'ennemi de l'homme, mais celui qui fait des dieux de notre race. Autre exemple, Lord le Dispenser, je cite, l'un des débauchés les plus notoires d'Angleterre, qui organisait chez lui une sorte d'ordre monastique sacrilège, les fameux moines de Mac Obenham, qui se réunissaient en costume religieux et liturgique pour blasphémer tout en buvant et en faisant l'amour. Telle est la réalité morale de la maçonnerie. Invoqué par Anderson, celui qui plaidait qu'un franc-maçon ne sera jamais un athée stupide ni un libertin irreligieux, qu'il doit être un homme de bien et sincère, homme d'honneur et de probité. Le double visage. Alors, question. Pourquoi ce déphasage entre les vertus maçonniques invoquées et la réalité du comportement des francs-maçons à toutes les époques? Serait-ce que les beaux principes maçonniques auraient été mal compris, mal appliqués,
ou bien ces belles déclarations ne servent-elles qu'à occulter la réalité perverse et satanique de la maçonnerie? En outre, si ces beaux principes affichés avaient été détournés, depuis l'accumulation de ces déviations supposées, la maçonnerie n'aurait-elle pas eu le temps de faire le ménage? Eh bien non, au lieu de cela, on ne peut que constater que son action ne va que vers la dépravation de l'homme et de la société, sous prétexte d'avancées sociétales, savamment introduites progressivement pour faire croire à l'évolution fatale de la société. Mais n'est-ce pas Madame Simone Veil qui le disait tout simplement lorsqu'elle était ministre de la Santé du gouvernement Chirac, sous la présidence de M. Giscard dit d'Estaing, dans le Times de Londres du 3 mars 1975, je cite, « En modifiant la loi, vous pouvez modifier fondamentalement le modèle du comportement humain. » Ben voilà, c'est ce qui se passe. Ceux qui nous gouvernent, que ce soit la droite libérale ou les socialistes, c'est la même chose. Une loi qui va faire évoluer la société. Et ce qui devient légal, j'attire bien votre attention là-dessus, ce qui devient légal aux yeux du bon peuple devient licite. Et c'est pour ça que nombre de libéraux de l'UMP, puisqu'à l'époque ça s'appelait UMP, qui avaient défilé contre le mariage pour tous, dès que la loi eut passé, se sont dit « Ah oui, c'est devenu une loi de la République, donc je suis bien obligé, je ferai des mariages homosexuels. » Et vous pouvez aller sur Internet, voir justement sur le mariage homosexuel quels sont ces individus de l'UMP qui ont, du jour au lendemain, basculé de l'autre côté. C'est une loi de la République, hop, c'est légal, donc c'est licite, donc je m'incline. C'est aussi simple que ça. Et comme disait Simone Veil, il suffit d'une loi. Voilà comment les peuples sont manipulés. Et je vous ferai observer que quand aussi bien les libéraux que les socialistes hurlent contre la chimère qu'ils appellent l'ordre moral, c'est justement parce qu'ils ont peur que l'on remette les pendules à l'heure. Et alors, si vous connaissez un tant soit peu l'histoire relativement récente de nos différentes républiques, depuis la création de la maçonnerie, on est allé de scandales financiers en scandales sociétaux, déjà du temps d'Anderson, à l'agioteur dépravé Philippe Égalité, grand maître du Grand Orient, il faut le rappeler, cousin du roi et régicide, Necker, les scandales de la 3e, 4e, 5e République, les affaires des fils. Ça avait commencé déjà avec l'affaire du collier de la reine, avec l'étrange Cagliostro, alias Joseph Balsamo, qui était un juif italien et franc-maçon. Les affaires de Panama, affaire Dreyfus, affaire Stavisky, assassinat du conseiller Prince, le très probable assassinat du président Félix Faure qui s'opposait à la révision du procès Dreyfus, l'affaire Finali, les bons du Trésor, l'affaire Hanau, celle des piastres, de la 3e République, les affaires dans lesquelles avaient trempé les Gambetta et autres Clémenceau, allaient montrer le degré de corruption de tout ce monde politique et la main
à la fois juive et maçonnique sur la France. Et puis plus tard, les étranges morts de Robert Boulin, toujours d'actualité d'ailleurs, celle du général Paul Stellin, les affaires du Carrefour du Développement, de Schuller-Maréchal, des HLM de Paris, de l'OPAC de Paris, dont le secrétaire était un certain Henri de Lesquen, qui ne fut jamais inquiété. Petite parenthèse à ce sujet-là, si vous allez sur Wikipédia, à moins que ça n'ait été effacé, Wikipédia signale que M. Henri de Lesquen descend du marquis de Sade. Bon, pourquoi pas? Il est le président fort maçonnisant du Club de l'Horloge et de Radio Courtoisie. Et puis les affaires du Sentier, dont les responsables, curieusement, disparaissent brusquement un jour, trouvant refuge en Israël, sans qu'ils soient inquiétés. Puis l'affaire du sang contaminé, du converti, entre guillemets, Laurent Fabius, encore un responsable, mais pas coupable. Les multiples affaires Sarkozy, celle de Cahuzac, celle de Thévenoud, secrétaire d'État au commerce extérieur, qui ne trouvait pas absolument essentiel de payer ses impôts. Après tout, ça c'est bon pour le français moyen, mais en tant que ministre socialiste ou autre, il n'y a pas que les socialistes, les libéraux c'est la même chose. Pourquoi payer des impôts? Ça c'est bon pour la piétaille. Et puis, la toute récente affaire Christine Lagarde. C'est magnifique, ça. La morale, l'honnêteté, dont se targuent les maçons avec Anderson. Condamné par la Cour de justice de la République, mais pas puni. Ah, c'est intéressant, ça. Condamné, mais pas puni. Je crois que c'est une première dans les annales. Ah, alors, quel est le fond du problème? Oh, un détail, comme dirait l'autre. Bon, je dirais que c'était sur ordre de Nicolas Sarkozy, pour favoriser son coreligionnaire Bernard Tapie et ses détournements d'argent public. Une bagatelle. 403 millions d'euros, auxquels sont venus s'ajouter les 45 millions d'euros nets d'impôts au titre de préjudice moral. Ah, ils aiment le mot moral, c'est magnifique. Préjudice moral accordé par les juges arbitres nommés par Madame Lagarde. Voilà le fond de l'affaire. Mais vous, ou disons un miséreux ou une misérable qui pique un pot de yaourt au supermarché, alors là, pas de pitié. Disons qu'ils n'ont pas les mêmes appuis internationaux. Et d'ailleurs, il n'est que de voir comment, et on est rassuré pour elle, le Fonds monétaire international s'est tout de suite précipité pour dire que cela ne change rien à la confiance que le Fonds monétaire faisait dans les capacités de Christine Lagarde, qui, entre nous, petit rappel, a été une ministre de l'économie du temps de Sarkozy calamiteuse, qui a enfoncé la France dans la dette, la dette, la dette. Et les socialistes ont suivi bien gentiment et logiquement. Telle est donc l'image que donnent d'eux les représentants du peuple liés à la maçonnerie. Donc, non, la morale invoquée par les constitutions d'Anderson n'ont rien de commun avec la morale commune, tout simplement la morale chrétienne ou simplement naturelle. Et il est intéressant de voir, et là encore c'est un franc-maçon, Jules Boucher, qui va nous révéler ce que pour eux
et la morale, la vertu. C'est dans la rue du Grand Orient, humanisme numéro 199 de septembre 1991, il dit ceci. La vertu n'est pas la moralité du comportement privé, mais une qualité politique, le civisme. Ainsi, la phraséologie morale ou vertu maçonnique ne veut dire que stricte observance des principes maçonniques. Et en cours, en résumé, cela veut dire obéissez-nous et vous serez vertueux. C'est aussi simple que ça. Tel est donc le développement moral, intellectuel et culturel de ces adeptes invoqués par la maçonnerie. Sous couvert de liberté et de levée des tabous, le vice est désormais une arme politique pour dépraver et neutraliser le citoyen. Et rappelez-vous ce texte que j'avais cité dans ma conférence « La démocratie pourrit tout, détruit tout ». Ce texte du juif allemand Günther Anders, alias Stern, dans son livre Die Antiquerheit des Menschen. C'était en 1956, et voilà ce qu'il disait. Pour étouffer par avance toute révolte, il ne faut pas s'y prendre de façon violente. On mettra la sexualité au premier rang des intérêts humains. Comme tranquillisant social, il n'y a pas mieux. Donc vous voyez, le but de ceux qui nous gouvernent est de dépraver l'homme pour qu'on leur fiche la paix. Mais ce qu'il y a de remarquable, et je me délecte à chaque fois que je me replonge dans leur texte, c'est, je dirais presque, leur candeur. Ils nous disent tout sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils sont. Mais encore faut-il vouloir le voir et en tenir compte. Au lieu de, comme certains, dans nos milieux et ailleurs, se boucher les yeux et les oreilles. Et, petite touche supplémentaire, cet autre texte d'un autre juif, Al Goldstein, je m'excuse, Goldstein, éditeur de Screw Magazine, revue américaine, dans lequel il dit « La seule raison pour laquelle les juifs sont dans la pornographie est qu'elle est une façon de polluer la culture chrétienne. » Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, si vous n'avez pas compris, on essaiera de vous faire un petit dessin. Dites-moi, est-ce que ces textes ne vous rappellent pas étrangement ce que j'ai cité dans ma conférence sur les protocoles des sages de Sion? Tout y est. Il n'y a rien de nouveau. Telle est donc la réalité de la maçonnerie, ce n'est pas celle décrite par les Anderson et autres Engel. Deuxièmement, voyons maintenant sous quelles influences elle est apparue. La maçonnerie naît officiellement le 24 juin 1717 à Londres, dans une taverne qui s'appelle The Apple Tree Tavern, c'est-à-dire l'auberge des trois pommes, du nom où se tenaient des réunions réunissant en une seule grande loge 4 loges préexistantes. Alors, la date de création est intéressante parce qu'elle évoque la fête de Saint-Jean-Baptiste, mais surtout celle, sur le plan ésotérique, du solstice d'été. Et on voit tout de suite quelle est la symbolique. Et de même, le 27 décembre, fête de Saint-Jean l'Évangéliste, est la date du solstice d'hiver. Comme c'est curieux.
Il s'agit donc de la symbolique de la lumière, qui n'est pas celle du Christ, bien sûr, mais celle de la raison maçonnique, et aussi symbole de vagues réminiscences païennes du rite solaire. Et c'est là, encore une fois, un nouvel exemple du double visage de la maçonnerie, utilisant des symboles chrétiens en changeant le sens. Les fondateurs étaient 3 protestants: Desaguiers, Anderson et Payne, qui était un riche antiquaire britannique. Et une chose très curieuse que j'ai découverte, c'est que l'historien maçon Charles Bernardin, qui est recensé, c'est aux alentours de 1109, qui recensait toute la littérature maçonnique, avait découvert, ou tout au moins avait invoqué, toute une série de filiations pour la maçonnerie. C'est assez amusant, assez démonstratif, en partie d'ailleurs. Alors, ça allait du judaïsme aux croisés, aux templiers, ça fait un peu double emploi pour certains, la Rome antique, la Genèse, l'Égypte, le déluge, la création du monde, les bâtisseurs de cathédrales dont ils se réclament régulièrement pour tromper leur monde. Et l'on mesure le degré de délire maçonnique par cette déclaration d'un autre franc-maçon, Olivier, stipulant « L'ancienne tradition maçonnique affirme que notre société existait avant la création du globe terrestre à travers les différents systèmes solaires. » Vous trouvez pas ça beau? Alors la maçonnerie descendrait d'une vague comète ou de quelque astre quelconque, peut-être disparu d'ailleurs. Non mais ces gens sont complètement siphonnés, je m'excuse du terme. Ils sont complètement siphonnés. Il faut aussi signaler que dans l'énumération de ce Charles Bernardin, il y avait un certain nombre de filiations oubliées que Léon de Poncin a bien spécifiées, notamment celle des Rose-Croix, celle des occultistes inspirés par la Kabbale juive, et puis les protestants, les calvinistes, du fait de la proximité, et j'insiste bien là-dessus, qui existe entre proximité intellectuelle entre le libre arbitre protestant et la libre pensée maçonnique. Il y a aussi une chose à observer parmi ces différentes filiations invoquées, c'est que les 4 origines les plus flagrantes, le judaïsme, la Kabbale si vous voulez, les Templiers, les Rose-Croix, les protestants, se résume en fait à une seule, la Kabbale juive. Parce que c'est la Kabbale juive qui a inspiré ces différentes choses. Et on en a de nombreuses preuves, références par des textes juifs et maçonniques qui le revendiquent. Ainsi, le rabbin kabbaliste Eli Ben Amozeg, dans Israël et l'humanité, qui affirme « La théorie de la maçonnerie correspond à celle de la Kabbale ». Puis, l'historien juif Bernard Lazare, dans l'Antisémitisme, documents et témoignages, qui affirmait « Il y a eu des juifs au berceau de la maçonnerie, des juifs kabbalistes ». Et puis cette autre affirmation sur l'ascendance juive de la maçonnerie, dans The Jewish Tribune de New York, qui écrivait « La maçonnerie est basée sur le judaïsme ». Et de même, Nitroglia, dans son rapport entre judaïsme et maçonnerie, dans la revue Sodalicium, de janvier 1994, faisait cette remarque tout à fait simple et élémentaire, mais qu'il faut tout de même connaître, que le calendrier maçonnique coïncide avec la construction du premier temple de Jérusalem. Et ainsi, comme il écrivait à l'époque, puis ça se passait dans les années 90, les francs-maçons sont en 5990 et non en 1990.
Et deux autres auteurs francs-maçons et juifs, Luc Neufontaine et Jean-Philippe Schreiber, étaient encore plus explicites dans leur livre Judaïsme et maçonnerie, histoire d'une fraternité. Ils disaient, si d'aventure, ça se passe en Australie, enfin, vous prenez pour exemple l'Australie, mais ça s'est passé ailleurs aussi, si d'aventure il n'y avait pas de synagogue, le temple maçonnique en tenait lieu et servait au culte israélite. Donc voilà l'affiliation. Et ils expliquaient cette fraternité par l'influence dès le XVIIIe siècle d'un juif polonais qui aurait été en relation avec Anderson et Desaguiers, Haïm Samuel Jacob, plus connu sous le nom de Folk Scheck. Et il commentait « Comment nier ou ignorer cette influence au regard des éléments symboliques proprement juifs des hébraïsmes qui donnent au rituel un accent particulier ». Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est pas moi ou d'autres de notre mouvance qui dénoncent ce processus, ce sont eux qui le revendiquent. Qu'est-ce que vous voulez de plus comme preuve? L'émanation du judaïsme comme arme contre le christianisme, ce sont les francs-maçons et les juifs eux-mêmes qui vous le disent et qui le revendiquent. Troisièmement, quels sont les buts de la maçonnerie et y a-t-il un complot judéo-maçonnique? Là encore, c'est dans la littérature judéo-maçonnique qu'il faut aller en chercher les preuves. L'idée fixe, obsessionnelle de la maçonnerie dès son apparition à la fin du XVIIIe siècle, a été de vouloir installer une république universelle, ce que l'on appelle aujourd'hui la gouvernance mondiale, dont un certain Sarkozy nous a rabattu les oreilles, en supprimant toutes les nations, les peuples et les religions, sauf, je vous laisse continuer. Ainsi, à l'époque, Ramsay Klotz Weishaupt, qui fut le fondateur des Illuminés de Bavière, en ont été les principaux artisans. Et rappelons que le juif prussien Archibald Klotz fut fait citoyen français après avoir écrit un livre qui s'appelait « La République universelle ». Quel était donc à l'époque un des critères pour devenir citoyen français, ou tout au moins citoyen de la République, ce n'est pas la même chose. Et Adam Weishaupt, il faut tout de même savoir ce qu'il écrivait, cet homme, qui a eu une influence considérable sur la Révolution et les suites, juif converti au catholicisme, puis passé à la maçonnerie en passant par les jésuites, ce qui fait dire à une bande d'analphabètes que ce sont les jésuites qui sont à la base du complot mondialiste. Une façon d'envisager les choses, c'est un petit peu primaire, mais ça permet de déculpabiliser le monde juif et maçonnique de son action. Voilà ce que disait Adam Weishaupt. Il faut établir un régime dominateur universel, une forme de gouvernement qui s'étende sur tout le monde. C'est dans l'intimité des sociétés secrètes qu'il faut savoir préparer l'opinion. Tel est le rôle de la grande presse, et je dirais accessoirement d'une certaine proche, disons, de nos milieux, sur certains sujets. Or, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que pour parvenir à leur utopie de la République universelle, qui n'est autre que la dictature messianique, il leur faut habituer les peuples, sous prétexte de progrès, d'où la construction européenne et les référendums de Maastricht et de Schengen, dont nous voyons aujourd'hui les effets. Donc tout ça est soigneusement étudié et planifié.
Il n'y a pas de hasard. Et je rappellerai une fois de plus que les allées de la Révolution étaient encombrées d'étrangers. Et c'est pour cela que quand je parle de la Révolution, j'ajoute toujours République dite française. Le comte de Cagliostro, alias Joseph Balsamo, dont j'ai parlé tout à l'heure, juif italien, Benjamin Franklin, Marat, Necker, Weishaupt, Klotz, Ramsay, j'en passe, tous les révolutionnaires futurs en Amérique latine, les Bolivar, Sucre et compagnie, tout ça faisait partie de cette mouvance étrangère qui ont travaillé à la Révolution dite française. Voyons maintenant quelques textes modernes qui prouvent la continuité de ce complot mondialiste messianique qui, pour réussir, a besoin de faire disparaître les nations et dissoudre les peuples dans un magma indifférencié. Alors, je regrette beaucoup, pour ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps, je suis obligé de répéter ça, ne serait-ce que pour les nouveaux, et puis, toujours la même chose, toujours répéter. Roger Leray, qui fut grand maître du Grand Orient de France, et qui déclarait au Convent de 1968, c'est dans la revue Humanisme de juillet 1969, « Il y a 200 ans, disait-il, le chevalier de Ramsay a annoncé la République universelle. Depuis, inlassablement, les francs-maçons du monde entier participent à son édification. » Et en fait, ce texte suivait la déclaration du financier juif américain Paul Warburg, que je crois que vous connaissez amplement, qui déclarait devant le Sénat des États-Unis le 17 février 1950 « Nous aurons un gouvernement mondial, que cela plaise ou non. La seule question est de savoir s'il sera créé par conquête ou par consentement. » Et ce texte sera repris 20 ans plus tard par un autre magnat de la haute finance cosmopolite, le baron Edmond de Rothschild, dans la revue Entreprise du 18 juillet 1970, disant « Le verrou qui doit sauter, c'est la nation. » Et ça, c'est ce genre de déclaration, vous la trouvez systématiquement dans ces milieux. C'est leur obsession. Et vous allez voir d'autres citations que j'ai déjà données, mais je me répète, je le sais, j'en suis conscient, mais il faut faire rentrer ça et que vous sachiez quasiment par cœur. Bernard-Henri Lévy, notre cher Bernard BHL, dans François du 24 avril 1979, qui disait « Bravo tout ce qui peut contribuer à casser les mythologies réactionnaires de l'État-nation, du nationalisme cocardier, du terroir, des bignoux et des folklores. » Georges-Marc Benamou, dans la revue Globe, numéro 1, 1988, curieux, copier-coller. Tout ce qui est terroir, béret, bourré, bignon, bref, franchouillard et cocardier, nous étrangers, voire odieux, nous. Pierre Berger, mécène des publications gays, qui affirmait « La patrie est le mot qui nous est le plus odieux. » Nous. Ah bon? Jean Kahn, président du Congrès juif européen, qui confirmait dans la tribune juive d'avril 1996 « Mon parti politique, c'est le peuple juif. » Et il affirmait que toute référence au baptême de Clovis était puissamment incitative à la haine raciale. Et il réclamait qu'elle soit durement réprimée sous toutes ses formes. J'ai déjà cité ce genre de référence. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'il est bon de répéter ça pour que les Français sachent ce que ces gens-là veulent?
Ils veulent tout simplement éliminer nos racines politiques, religieuses, qui ont fait la France. Et on retrouve le complot maçonnique dans la Marseillaise des francs-maçons, sous la plume d'un certain Jouy, qui a été cité dans la revue Humanisme de février 1998, dans lequel il disait « La République universelle, c'est le temple des maçons ». Est-ce qu'il y a moyen d'être plus clair? Quant à Guy Piot, dans Point de vue initiatique de 1989, numéro 71, il était grand maître de la Grande Loge de France à l'époque, il confirmait « La recherche d'une communauté européenne, puis universelle, entre évidemment dans le champ de nos réflexions et de nos actions. Les francs-maçons du Grand Orient ne sont pas les seuls à prôner la destruction des nations. Ceux de la Grande Loge de France tiennent le même langage. La construction d'un espace européen n'est pour les maçons que le précurseur d'un espace universel d'une auteure patrie. » Et Richard Dupuy, autre grand maître de la Grande Loge de France, lui aussi dans Point de vue initiatique, de 1989, numéro 71, affirmait « Nous travaillons à l'avènement d'une république universelle et cette république passe par l'Europe. » Petit rappel. Tel est le personnage qu'un certain Serge de Beketch qualifiait dans le Minute numéro 1207 de mon grand ami. Et cela vous expliquera pourquoi tant de gens dans nos milieux ne comprennent rien au complot judéo-maçonnique. Alors, ne croyez-vous pas qu'au vu de toutes ces déclarations, on est devant ce que l'on peut appeler un complot? D'autant que, comme le confirmait le grand maître de la Grande Loge nationale de France, donc l'obéissance, dit-on, la plus droitière, déiste, entre parenthèses, Jean Bello, qui disait ceci: chaque rite a des particularités, une spécificité, une formulation, mais ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. À la maçonnerie des Grandes Loges succédera le maçonnisme, qui sera une religion universelle. Nous sommes en train d'y arriver, par église moderniste interposée, avec le décret Nostra Aetate. Vous voyez comment tout s'enchaîne logiquement, que je dénonce à travers leurs propres textes. C'est pas moi qui parle. Je me contente de citer. Vous en faites ce que vous voulez après. Je n'invente rien. Et de ce texte de Jean Bello découle une constatation qu'il n'y a aucune différence entre les différentes obédiences. Toutes participent au même but, et comme il disait, au même centre. Il n'y a donc pas de bonne maçonnerie. Toutes conduisent au même centre, comme il le dit. Et à ce sujet-là, je voudrais vous rappeler ce que le marin Nicolas Sarkozy
ce politicien fabriqué par la CIA, comme je l'ai démontré dans ma plaquette sur Sarkozy, il disait dans son discours du 16 janvier 2009, « On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. » Ainsi, à chaque époque, on retrouve l'élément juif et maçonnique. Alors, devant ces différents textes qui démontrent le but poursuivi par la judéo-maçonnerie, on ne peut qu'être étonné de voir certains, dans nos milieux, nier le complot. Et là, je vais encore devoir faire un certain nombre de citations, de revenir sur des choses que j'ai déjà dites, parce que cela démontre et confirme ce que je veux démontrer. Cela va d'Isabelle Grégoire Célie dans son livre « La paille et le sycomore », qui niait le complot judéo-maçonnique, à son collègue l'abbé de Tannouarn, dans la nouvelle revue Certitude. Sous le titre « La franc-maçonnerie a-t-elle un message ?», il tentait de dédouaner la maçonnerie en vantant la valeur morale des constitutions d'Anderson, dont je crois je vous ai montré l'hypocrisie. Et ce brave homme, entre guillemets, affirmait « Il est vain d'essayer de connaître ou de comprendre les francs-maçons à cause de l'incertitude des sources et documents que nous possédons à ce sujet. » Mais quoi, il plaisante ou quoi? Puis chercher réellement à se documenter, il a tout sous la main. Simplement, ces gens-là ne veulent pas voir, et ils ne veulent surtout pas que ceux qui les lisent voient quelle est la réalité maçonnique. Et c'est là vouloir occulter tout le document maçonnique et juif dont je viens de citer ne serait-ce que quelques éléments, quelques déclarations qui définissent parfaitement ce complot. Vous savez très bien, enfin beaucoup d'entre vous savent très bien que cet abbé comme l'abbé Cellier est très connu, tous les deux sont très connus pour leur position gnostique. Et l'un comme l'autre termine toujours en disant qu'il faut récuser les théories complotistes et conspirationnistes. Et ça ne s'arrête pas là, toujours dans la revue, nouvelle revue Certitude, alors j'apprécie le terme de certitude, de ses collaborateurs Claude Rousseau et Dominique Vien, qui aujourd'hui s'est recasé chez les moines du sel de la terre. Il faut le savoir. Oh oui, madame. À moins que ça n'ait changé, mais en tout cas, il y a été. Eh oui. Et ces textes, j'ai reproduit leurs textes dans Enquête sur la nouvelle droite et les compagnons de route, que je n'ai pas ici, vous pouvez toujours le commander, c'est absolument invraisemblable. Parce que non seulement ils mettent en doute le complot, mais ils vont même jusqu'à nier l'action de Satan. Et ça se dit catholique. Et puis aussi ce que l'on lisait dans la revue catholique La Nef, numéro 169, 2006, sous la plume de Michel Toda, qui évoquait Baruel ou le mythe du complot mondialiste, façon comme une autre de mettre en doute. Yves Chiron, à l'époque, professeur à l'école de la fraternité Saint-Pédis de Châteauroux. Saint-Pédis, qui affirmait dans Présent, le quotidien Présent, le 11 mars 2006, nombre d'historiens et d'auteurs, il ne les cite pas,
ont repoussé en bloc la thèse de Baruel selon laquelle la Révolution française est l'aboutissement d'un triple complot contre l'autel, le trône, la société. Et quelque temps plus tard, toujours dans le présent, du 15 avril 2006, il pontifiait. Les théories du complot ou conspirationnistes sont dans beaucoup de cas une façon commode, simpliste, paresseuse d'expliquer la réalité historique. Identifier systématiquement franc-maçonnerie et complot est illégitime. La question mériterait de long développement, argumentée à la fois par la pratique maçonnique et par des exemples historiques. Alors vraiment, il y a une accumulation là-dedans qui interpelle, comme on dit. Ce monsieur Chiron est-il à ce point ignare pour ne pas connaître comment fonctionne la maçonnerie par les différents degrés dont je parlais tout à l'heure au début, dont les bas degrés ne connaissent rien de ce que veulent les degrés supérieurs. Et alors prétendre qu'on ne pourrait comprendre la maçonnerie que par la pratique de la maçonnerie, c'est ne pas comprendre qu'une fois qu'on est rentré dedans, comme je vous l'ai démontré par leur propre texte, on n'est plus libre. Et ce sont ces gens-là, dans nos milieux, qui forgent jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, la cervelle des bien-pensants. Étonnez-vous du résultat. On retrouvait ce même genre de mensonge avec le très enjuivé Pierre-André Taguieff, qui, dans un entretien avec Christophe Geoffroy et Jacques de Guillebon, encore une fois dans la Nef, numéro 170, niait lui aussi le complot maçonnique. Et qui plus est, le directeur de la revue, Christian Geoffroy, et son acolyte Jacques de Guillebon entraient parfaitement dans le jeu de Taguieff en faisant cette remarque. À quand remontent ces théories du complot ? Pourquoi Baruel a-t-il introduit le mythe du complot juif à ce moment-là ? Voilà, leur tactique c'est ça, nier, mais ils n'apportent jamais aucune preuve de ce qu'ils affirment. Alors qu'on a toute la documentation, par les textes maçonniques et juifs que je vous ai cités, qui ne sont qu'une infime partie de tous les documents dont on dispose, qui montrent le contraire. Eh bien non, il le dit, il suffit de nier. Alors, qui est ce Pierre-André Taguieff dont on nous casse les oreilles trop souvent dans nos milieux ? Il est membre du CNRS, où il côtoie Henri Rousseau, le président de l'histoire du temps présent, celui qui avait accusé Bruno Gollnisch de négationnisme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça à l'époque, et qu'il a fait condamner. Il collaborait aussi avec Pierre Birnbaum, historien de l'antisémitisme français, et Marc Knobel du Centre de documentation juive contemporaine. Et ce Pierre-André Taguieff devait être récompensé de son pamphlet autour des protocoles des sages de Sion, faux et usage de faux, par le prix Bernard Lacache de la LICRA. Un personnage éminemment recommandable, comme vous pouvez vous en rendre compte. Et puis, Taguieff est aussi collaborateur de la très catholique Nef, dont je viens de vous parler, collabore à l'Institut universitaire juif Elie Wiesel et aussi à la revue occultiste gnostique et maçonnique Politica Hermetica de Vladimir Dimitrievitch. Aujourd'hui décédé, ce Dimitrievitch, curieusement, était régulièrement invité aux réunions du très catholique Centre Charlier d'un certain Bernard Anthony. Non mais vous ne trouvez pas ça fascinant de voir tous ces recoupements
toutes ces connivences, tout ce copinage de gens qui, a priori, d'après les étiquettes, ne devraient pas s'entendre. Comme c'est curieux. Alors rappelons que ce Bernard Anthony est le président des amitiés juives et chrétiennes, et comme je l'ai fait remarquer, notez la hiérarchie juive et chrétienne. Ne serait-ce que par ordre alphabétique, étant donné qu'il se dit chrétien en plus de ça, il aurait pu commencer par dire chrétienne et juive. Pour un petit détail en passant. Et puis il est aussi le président des étudiants israélites rapatriés d'Algérie, voilà, etc., etc. C'est fascinant de voir cette pénétration dans nos milieux catholiques de ce genre d'individus qu'on appelle les marans, c'est-à-dire des juifs en principe convertis, et qui mènent une politique typiquement judaïque. Et j'en ai un exemple dans la région où j'habite, et j'ai déjà parlé de lui, l'abbé, soi-disant tradit, Fabrice Loiseau, dont certains Parisiens ne gardent pas un souvenir particulièrement ému quand il y était, qui avait imposé à l'époque à ses paroissiens, c'était à l'été 2006, à la Saint-François de Paul de Toulon, un numéro spécial de la Nef, encore la Nef, comportant un article de ce Pierre-André Taguieff. Et alors, aujourd'hui, et vous voyez la filiation et la continuité de l'action, ce même abbé Loiseau, protégé de Monseigneur Ray, évêque de Toulon-Fréjus, et invité de Bernard Anthony, organise régulièrement des réunions dont les 2 dernières ont été consacrées à Jean Sévilla, qui lui aussi niait le complot judéo-maçonnique, celui qui a écrit un livre au titre assez curieux et interpellant, du temps où les catholiques étaient hors la loi. Parce que bien entendu, aujourd'hui, ils ne le sont plus. N'est-ce pas? Ah non, mais c'est drôle. À la limite, c'est drôle. Et puis, dernière conférence annoncée, je crois qu'on en a parlé ce matin déjà, un livre d'une certaine Danielle Masson, qui est une collaboratrice du journal catho-sioniste, comme je dis présent, à la gloire d'Éric Zemmour. Donc vous voyez, ça baigne. Ça baigne. Je ne dirai pas dans quoi. Je pense que vous l'aurez compris. Autre citation aussi très démonstrative de Patrice de Plumquette, journaliste au Figaro, ce qui est évidemment une recommandation, qui lui aussi niait le complot dans son livre L'Opus Dei et le Da Vinci Code, qui disait ceci: Baruel, dans ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, attribue ce complot aux francs-maçons, lançant ainsi un mythe qui influencera des esprits dans toute l'Europe et jusqu'en Amérique. C'est la pseudo-source des protocoles des sages de Sion, on y revient, ce faux archi-célèbre, grand classique de l'antisémitisme déjà servi contre les francs-maçons. Or, comme je le faisais remarquer dernièrement dans ma conférence sur les protocoles des sages de Sion, clé du mondialisme messianique, l'ennui pour ces négateurs du complot, c'est que tout ce que nous vivons depuis sa parution par des protocoles correspond en tout point à ce qui était annoncé. Alors, on retrouve encore ce mensonge chez encore une fois, marin Bernard Anthony,
qui, dans le quotidien présent, toujours le même, le 6 mars 2006, fanfaronnait à propos de son livre « Vérité sur la maçonnerie », qu'il aurait dû intituler plutôt, honnêtement, « Contre-vérité sur la maçonnerie ». Quant à ceux qui veulent ramener la Révolution française à la seule source de la maçonnerie, ce sont des débiles mentaux. Merci pour moi, et puis pour vous aussi, par voie de conséquence. Qu'ils m'amènent les preuves. Je les attends. Ah, quel courage. Eh oui, mais je lui ai envoyé une lettre commandée avec accusé de réception pour lui dire « Chiche, mon petit bonhomme, quand est-ce qu'on organise une réunion contradictoire ?» J'ai reçu l'accusé de réception, mais pas la moindre réponse du sieur Anthony. Alors, je trouve ça remarquable, parce que si même on n'avait pas encore compris ce que ces gens-là sont, par leur fuite face aux défis, ils confirment ce qu'ils sont. Des compagnons de route. Qu'ils m'amènent les preuves, je les attends. Et on retrouve encore ces négations de tout complot chez Jean Sévilla, autre catholique d'origine marane comme Anthony. J'ai déjà évoqué, j'y reviens, quand les catholiques étaient hors la loi, dans lequel il disait « En dépit d'une certaine propagande, il n'existe pas de complot maçonnique. » S'il le dit, c'est que c'est vrai. L'ennui, c'est qu'il n'apporte pas de preuves. C'est embêtant. Moi, quand je parle, j'apporte des textes, leurs textes. Donc voilà comment nos milieux sont travaillés, matraqués par ces individus. Alors, il est évident que quand j'avais publié mon livre sur l'enquête sur la Nouvelle Droite et ses compagnons de route, cela avait été un pavé dans la mare des compromissions de certains de nos milieux, y compris catholiques. Ce qui m'a valu ma diabolisation dans ces milieux jusqu'à aujourd'hui. Vous ne me verrez jamais invité à Radio Courtoisie, sur TV Liberté ou sur le blog de Machin Voltaire, de Boulevard Voltaire, de Ménard. Il se contente de se lamenter des conséquences, l'islam, mais il se garde bien de remonter au complot judéo-maçonnique qui nous l'impose par l'immigration, ouvrant les portes tous les jours un peu plus à cette immigration. Et après ça, on viendra pleurer sur les attentats? Et ce qu'il y a de très intéressant à constater, c'est la correspondance entre cette hystérie anticonspirationniste de ces milieux et la politique pro-sioniste de ces mêmes milieux. Curieux, non? Et on retrouve toujours les mêmes dans ce clan que j'ai déjà cité, les Anthony, les Sévilla, et puis le nouvel apôtre de nos beaux milieux bien pensants, Éric Zemmour. Ah, c'est le nouvel apôtre maintenant. Je dirais que nos milieux, enfin, entre guillemets, nos milieux, vivent à leur Zemmour. Et en fait, leur obsession est de faire basculer le monde catholique dans les bras d'Israël, sous prétexte de nous prémunir de l'islam, et sans même faire la distinction, évidemment, entre les différents islams. Puisque tout de même, il faut revenir à une réalité. Il y a un islam qui combat le mondialisme, la Syrie, l'Iran, le Hezbollah libanais, et puis ça va venir.
Il n'y a qu'à voir comment certains pays comme la Libye, comme l'Algérie, se rapprochent de Vladimir Poutine pour justement se prémunir de, pour la Libye c'est déjà fait, la déstabilisation voulue, organisée, perpétrée par les tenants du nouvel ordre mondial, et l'Algérie, et j'ai des contacts avec des milieux algériens qui sont parfaitement conscients de ce qui va leur arriver. Et c'est pour ça qu'ils prennent contact avec Poutine. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre l'islam dans un seul bloc. Il y a des gens avec lesquels on peut parfaitement collaborer contre l'ennemi commun. Et rappelez-vous, combien de fois n'ai-je pas cité cette déclaration du vice-ministre du culte iranien, c'était en 1993, dans lequel il proposait au Vatican une alliance contre le nouvel ordre mondial et l'athéisme. Donc vous voyez, il y a une proximité. Or, c'est cette proximité que ces milieux judaïsants des maranes que j'ai cités veulent occulter à leur public. Parce que leur panique est justement de ne pas réussir dans leur but, qui est d'attirer les catholiques dans les bras d'Israël. Vous allez voir tout à l'heure la citation que je vais donner à l'appui de cela. Et en fait, cet ensemble de négations du complot, de la part de ces milieux que je dénonce, c'est pour empêcher que les Français ne comprennent le pourquoi de ce qui leur arrive. Or, un peuple qui ne connaît pas l'ennemi ne peut pas le combattre. Tout est là. Et pour terminer cette démonstration du complot judéo-maçonnique, je voudrais compléter une déclaration du rabbin Touitou, que j'ai citée dans ma conférence, c'était La guerre des mondes. Ça a été publié le 1er juillet 2015, vous le trouverez sur YouTube. Donc jusqu'à présent, je n'avais relevé qu'un message, et j'ai eu la curiosité tout dernièrement d'écouter l'ensemble de sa leçon talmudique. C'est une leçon. Hein, ce n'est pas une conférence, c'est une leçon. Voilà ce qu'il dit. Cette guerre de Gog et Magog qu'on attend tous est nécessaire pour qu'Israël ne rentre pas en guerre. Ce que vous êtes en train de subir en Europe, qui vous fait tellement peur, devrait être pour nous la plus belle des nouvelles de notre histoire juive. C'était marqué dans le Sanhédrin il y a 2000 ans. Le Mashiach, c'est-à-dire le Messie, ne viendra que quand Édom, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe ? C'est une excellente nouvelle, et ce qui se passera, et que se passera-t-il quand il viendra ? La peur régnera dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple d'Israël. Vous, les chrétiens, allez le payer très cher, mais à un point dont vous n'avez aucune notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous, avec des trains pour vous amener au four crématoire. Ce sera sur place. L'égorgement, c'est marqué dans le livre, l'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Au lieu que nous fassions le travail. Qu'est-ce que vous voulez de plus ?
Voilà à quoi doit servir un certain islam pour l'accomplissement de l'utopie messianique. Donc ce n'est pas en se jetant dans les bras du judaïsme que l'on se prémunira de ses buts, puisque c'est le judaïsme lui-même qui pousse cet islam contre nous, comme balai pour faire le ménage. Ou alors c'est la politique de Gribouille. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la comtesse de Ségur. Gribouille qui, pour se prémunir de la pluie, se jetait dans la mare. Voulez-vous prémunir l'islam? Enfin, tout au moins cet islam-là, tomber dans les bras du judaïsme qui en est la cause. Parce que, quand même, je voudrais revenir à une question que vous m'avez posée ce matin, quand vous me disiez, mais plutôt de combattre l'islam ou je ne sais pas quoi, faudrait-il pas mieux le convertir? Eh bien, une façon de convertir l'islam, c'est de rappeler aux musulmans de bonne foi d'où est sorti l'islam. Que Mohammed a été le serviteur du grand rabbin de Médine. Et que dès les débuts du christianisme, le judaïsme s'est servi de l'islam comme arme de guerre contre l'émergence du christianisme. Donc, politique de gribouille, volontaire. Et là encore, je vous dirai, si vous n'avez pas encore compris, voilà quelques textes particulièrement éclairants. Celui d'Adolphe Isaac Crémieux, que vous connaissez quand même, non? Fondateur de l'Alliance israélite universelle et responsable du criminel décret Crémieux, qui donnait, enfin je me répète, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore, peut-être tout de même rappeler les choses, qui donnait unilatéralement et en bloc la nationalité française aux Juifs d'Algérie, mais pas aux musulmans qui venaient de se battre contre la Prusse pour le Deuxième Empire. Ce qui a été considéré à juste titre par les musulmans comme un crachat à la figure, à leur figure. Voilà ce que disait ce Crémieux. C'est dans les archives israélites numéro 25 de 1861. Un messianisme des nouveaux temps va surgir. La Jérusalem d'un nouvel ordre, sainte fondation entre l'Orient et l'Occident, doit se substituer au double empire des papes et des empereurs. Les nationalités doivent disparaître. Les religions doivent être supprimées. Israël, lui, ne doit pas disparaître, car ce petit peuple est l'élu de Dieu. Et si vous n'avez pas compris encore le travail de sape de tous ses compagnons de route du judaïsme, alors je ne sais pas ce qu'il faut apporter le plus comme citation. Il est évident que si on doit de toute urgence régler le problème de l'immigration-invasion, ce n'est évidemment pas avec l'allié israélien comme le voudrait un Éric Zemmour et tous ses compagnons de route que l'on y arrivera. Et quand, dans un entretien récent, il invoque certains hauts contacts qu'il a avec la hiérarchie militaire, il laisse à peine suggérer qu'il parle du général Pierre de Villiers, fils de Philippe. Comme quoi l'armée aurait dans ses plans une reconquête des banlieues, avec l'aide de spécialistes israéliens. Que fait-il sinon préparer, pousser à la guerre civile? C'est pas lui qui combattra. Ce seront les chrétiens, les crétins de chrétiens qui le feront. Il faut en être conscient
et en rendre conscient autour de vous. Et ceux qui ne veulent pas le voir sont soit aveugles, soit complices. Merci de votre attention. Bien entendu, si vous avez des questions, je suis là pour cela. Monsieur? Bonjour monsieur. En fait, c'est pas une question. Parlez plus fort. C'est pas une question, c'est juste une petite information. Oui. Le Rav Twitou. Oui. Le rabbin Twitou, il a dans sa fanbase Facebook, il a les frères Twitou, c'est-à-dire les ex-propriétaires du Bataclan. Oui, oui, oui. Ce sont ses fans en fait. Et ça vous étonne? Ça vous étonne? Non, ça m'étonne pas. Mais évidemment, mais c'est compatible. Les liens, quoi. De l'utilité des attentats. Oui, qui a été vendu, ouais. Autre question ou complément d'information? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Vous êtes un petit nouveau, vous? Oui, je l'ai découvert sur Internet. Ah, c'est Internet. Et donc déjà, première chose, vous parlez de Zemmour, mais il y a Alain Finkielkraut qui a dit il n'y a pas longtemps qu'il voulait l'arrêt immédiat de l'immigration, alors qu'il a collaboré à SOS Racisme dans les années 80. Et de deux, je voulais savoir si ce serait possible de faire une conférence sur la maçonnerie en Afrique, dans la France-Afrique, et sur le franc CFA, ou qu'il y a la mise en esclavage des pays africains. Oui, oui, il y a tellement de sujets dont pour... C'est évident. Je pense que le plus urgent pour nous, c'est de dénoncer leur action chez nous. Parce que si on règle le problème chez nous, la France-Afrique, ce sera réglé aussi. Donc, bon, d'abord, on s'occupe de nos propres problèmes. Attendez, il y a une chose dont je voulais parler. Oui, alors, oui, Finkielkraut. Alors, il y a une chose qui se passe actuellement, qui est très intéressante, c'est que certains milieux juifs, après avoir poussé à l'immigration, à la décolonisation, puis à l'immigration-évasion, commencent à prendre peur. En disant, ah oui, mais c'est bien gentil, ça va retomber sur la figure des chrétiens, mais il ne faudrait pas que ça nous retombe aussi sur la figure. D'où l'attitude de Finkielkraut, qui dit, ah oui, mais d'accord, mais pousse, bon, occupez-vous des chrétiens, et nous, vous ne touchez pas. Et ça suit le fait qu'il demande aux nationalistes français d'aller contre l'islam, contre les... Ben évidemment, ils veulent quelque chose. Ils vous le disent. Ben rappelez-vous la citation que j'ai donnée de Twitou. Ils veulent faire leur travail par les chrétiens et par l'islam. Ils veulent un nouveau Liban, quoi. Bien entendu, ils veulent un nouveau Liban. C'est évident. C'est évident. C'est exactement ça. Quand on voit ce que ça donne, bon appétit. Mademoiselle, vous qui êtes nouvelle, pas de questions? Non, pas aucune. En tout cas, je vois que grâce à Internet, on a fait connaissance. Absolument. Jean? Alors, c'est peut-être moi une douceur qui n'a pas de sens, mais vous avez cité Dante 2 fois, ou 3 fois même dans votre livre. Dante? Oui. Oui. Je suis assez étonné parce que vous n'étalez pas dessus. Il n'y a pas de commentaire, vous mettez juste son... Bon, alors, je renverrai à l'œuvre d'Étienne Couvert. Je ne peux pas tout dire. Sinon, ça ferait des tomes et des tomes et des tomes. Hein. Si je devais parler de tous les écrivains de la Renaissance... Excusez-moi, vous pouvez répéter le nom de l'ouvrage? Étienne Couvert. Étienne Couvert. Qui a parlé notamment de Dante et de la Divine Comédie. Œuvre gnostique. Donc c'est pas parce que je connais pas, mais parce que je peux pas parler de tout en même temps, c'est pas possible. Vous avez quand même évoqué l'abbé Baruel, c'est ça? Ah oui, non, Baruel est fondamental et incontournable pour nous. Hein. Il a été le premier à mettre le doigt sur le sujet. Vous citez beaucoup dans le livre. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il faut comprendre que l'origine du mal, c'est la Kabbale? Oh là, j'irai même encore plus loin. L'origine du mal, c'est l'origine du monde. Bon, on est croyant, on n'est pas croyant. Mais je regrette beaucoup, il n'y a pas d'autre explication. C'est la lutte entre le bien et le mal. Et la Kabbale, justement, est un des reflets. Il le dit lui-même. Vous avez vu le texte que j'ai cité de Crowley, à la gloire de Satan.
tout par-delà. C'est la création, le refus d'un ange déchu, ou d'ange déchu, au pluriel, si vous préférez. C'est incroyable. Dans notre petit périmètre de raison humaine, il n'y a pas d'autre explication. Francis Cousin, vous savez, philosophe, lui remonte au néolithique, en expliquant que c'est à partir de... Oui, alors là, on part dans le délire de l'autre, le frère Olivier, dans lequel il disait que déjà du temps des comètes, etc., n'importe quoi. Ben, écoutez, on peut tout dire, le contraire de tout. Hein. Le papier supporte tout, mais enfin, la cervelle humaine, avec un certain bon sens, supporte moins les énormités, quand même. En tout cas, pour vous, parmi toutes les gnoses, la Kabbale est vraiment... Ah oui, c'est le point central. L'acide. Mais ils le revendiquent. Vous avez écouté ce que j'ai dit de leur texte, ils le revendiquent. Quand ils disent que la Kabbale est à la base de la maçonnerie. Oui. Il y a Civitas qui se propose effectivement dans les argumentaires qu'il développe, en particulier de lutter contre la maçonnerie. C'est bien. Est-ce que vous en avez entendu parler? Est-ce que vous avez vu ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils proposent? Sachant qu'ils viennent se transformer en parti politique et qu'ils cherchent aujourd'hui... Bon, le problème d'Escada, c'est qu'il a de curieuses personnes autour de lui quand même. C'est pas avec un Thierry Bouzard ou avec Anne Brassier qu'il fera quelque chose. Je rappellerai que tout de même que Anne Brassier a été collaboratrice d'Henri de Lesquen à Versailles, sur les listes municipales. Tout de même l'individu qui vient vous dire froidement, lui l'aristocratique, l'aristo, supposer qu'il le soit réellement, parce qu'il y a toujours l'histoire de son blason qui a disparu de Wikipédia qui m'intrigue. Quand on vous dit que la nation française est née avec les déclarations de 1789, je me demande ce qu'elle fait aux côtés d'Alain Escada qui vient vous dire qu'il faut se battre contre la maçonnerie. Parce que la déclaration de Lesquen est typiquement maçonnique. Contradiction, contradiction, contradiction. Moi, c'est ça. Quand je vois des contradictions chez quelqu'un, je me dis ou tu n'as rien compris, ou tu es de mèche. Non, mais Anne Brassier n'est plus du tout dans les petits papiers de M. Lesquen, ni réciproquement. Bah, évidemment. Bah, je vous dirais que l'histoire de l'anneau de Jeanne d'Arc ne m'a pas fasciné, que j'y crois pas beaucoup, et que l'action de Philippe de Villiers à géométrie variable, hein, qui a fait allégeance à Sarkozy pour pouvoir être réélu, je me répète, pour pouvoir être réélu en Vendée, quand même. Vous savez, je suis terriblement logique et surtout très chirurgical. Je ne pense pas du tout qu'Anne Brassier pense la même chose qu'Henri de Lesquen sur la République. C'est impossible. Ben, essayez de la titiller un petit peu là-dessus. Non, elle vous donne raison. Elle me donne raison? Quoi, elle a changé sa cutie? Elle m'a dit qu'elle ne disait pas que des conneries. Que quoi? Que je disais pas que des conneries? Oh, disons que c'est un début. C'est un début. Vous la remercierez de ma part. Alors, vous êtes en panne? Ah oui, pardon. Il y a un film réalisé en 1943, Forces occultes, à propos de la oui. Est-ce que vous le trouvez réaliste ou est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? C'est réaliste, un petit peu caricatural. Bon, c'était dans l'esprit du temps. Et bon, et c'est toujours la même chose. Ils procèdent par accusation. Je ne me rappelle plus exactement s'ils donnaient des citations à l'appui de leur texte, à l'appui des images en tout cas, mais j'aurais à faire un film du même type aujourd'hui, je procéderai comme j'ai fait avec ma conférence aujourd'hui, les textes de l'ennemi. C'est tout, c'est tout. Jean ? Vous ne trouvez pas que ça fait... Il y a un petit rapport entre cette façon de montrer, dénoncer la maçonnerie d'une façon un peu ridicule et les premiers constats de police qui ont été faits sous Louis XV par le commissaire de police
Ah, mais oui, ben exactement, dont je parle dans mon livre, justement. Et que, en fait, ça a été une crise hilarante. Enfin, les gens... Alors, oui, mais alors là, justement, là, on touche au double visage de la maçonnerie. C'est qu'en fait, c'est simagré. Et franchement, il fallait que les beaux milieux de l'époque en aient une couche, si on peut dire, pour tomber dans le panneau de toutes ces fantaisies. C'est ridicule. Leur tablier en peau de... je dirais pas de toutou, parce que pauvre chien, mais en peau de cochon. Alors, et alors, peut-il y avoir... question subsidiaire, peut-il y avoir pardon. Peut-il y avoir une franc-maçonnerie musulmane avec un tablier de peau de cochon? Non, c'est risible, c'est évident. Mais ça, il ne voyait, ce brave commissaire de police de l'époque sous Louis XV, ne voyait que l'apparence qu'il avait découvert dans les perquisitions des premières loges de l'époque. Mais ce qu'il n'avait pas encore compris, c'est ce qu'il y avait derrière cet aspect ridicule qui était loin d'être ridicule. Qui était loin d'être ridicule parce qu'il était inquiétant. Mais en fait, l'effet fut inverse. En fait. Ouais. Oui. Est-ce que vous pouvez préciser le rôle de votre père, Jacques Concarneau, à propos des archives sur la franc-maçonnerie? Il y a participé. Et Platon aussi. Il y a participé. C'est toute la documentation sur, comment ça s'appelait déjà, les revues de la RIIS, Revue internationale. Des sociétés secrètes. Oui, des sociétés secrètes, oui. RISS. Tout à fait. Il y a participé. Il y a un livre qui me semble intéressant aussi dans le RISS. C'est un livre de Jean Lombard, Cœur de route. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Dont le premier tome a été traduit en français. Il reste le deuxième et le troisième qui attendent d'être traduits en... Je sais. Alors, le gros inconvénient, à moins que ça n'ait été modifié, le gros inconvénient de son œuvre, parce que ce sont de gros pavés. Il y a une mine d'informations incroyable. Très dense. Il n'y a pas d'index. Et moi, ça me rend fou furieux de voir combien d'auteurs dans nos milieux, par paresse, ne mettent pas d'index dans leurs bouquins. Comment voulez-vous retrouver quelque chose, au moins de faire vous-même l'index au fur et à mesure que vous lisez? Je regrette beaucoup. Tous mes livres, il y a un index. En fait, un livre, c'est pas pour se faire plaisir, c'est pour former les gens. Et pour qu'ils puissent être formés, qu'ils puissent retrouver ce qu'ils cherchent facilement. Et l'amiral Platon? Ah oui, aussi. Bon, il n'a pas tellement écrit, c'est surtout son engagement. C'est pour ça qu'il a été liquidé, d'ailleurs. Puisqu'il est bon de rappeler que l'amiral Platon avait été désigné par le maréchal Pétain pour surveiller la reconstitution éventuelle de la maçonnerie. Et c'est par le biais de Pierre Laval, intentionnellement ou pas, je n'en sais rien, il réglera ça avec son créateur, que Platon a été évacué de Vichy, renvoyé dans sa propriété, et qu'il a été liquidé par les résistants, martyrisé et écartelé entre des tracteurs, comme je le rappelle. Est-ce que vous vous rappelez ce que j'ai dit des textes de la maçonnerie parlant de tolérance? Oui. Sans remonter jusqu'au néolithique. Là, pardon, ça sans remonter jusqu'au néolithique. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu un phénomène analogue à la maçonnerie dans l'armée romaine quand, après les guerres macabéennes, les Juliens, commencés par Jules César, ont été achetés pour lutter contre les Grecs et contre Pompée en Égypte? Alors, ça rejoint une chose que je sais, bon, je n'ai pas sur le champ de documentation à vous donner, mais beaucoup des persécutions religieuses sous Rome ont été inspirées par les Juifs. Néron qui était un Julien, c'est un neveu de... Donc, ça rejoint ce que vous dites. Ça rejoint ce que vous dites. Oui. C'est un peu contradictoire avec ce qu'on essaie de nous enseigner, comme quoi les Juifs étaient persécutés par les Romains. Persécutés par les Romains? Le premier pogrom, c'était
Les premiers pogroms, c'était pas l'élite romaine, c'était la population. Et toutes les persécutions contre les Juifs, ça a toujours été l'élément populaire qui en était l'auteur, à cause des abus de l'usure juive. Ça a été toujours répétitif. Comme dans le Moyen-Âge en Europe. J'en ai parlé d'ailleurs dans ma dernière conférence, justement à toutes les époques. Toutes les réactions qu'il y a eu contre les Juifs étaient dues à l'usure. Contre une certaine noblesse qui pactisait en fait pour cause de soudoiement avec les Juifs. Donc ne pas mélanger, c'est pas parce que sous Rome il y a eu des persécutions que c'est l'État romain qui les a faites. C'est la population qui n'en pouvait plus, toujours pour les mêmes raisons. Mais c'est ça qui cause périodiquement la perte d'Israël aux différentes époques de l'histoire. Alors je ne sais pas comment ça va tourner, ce qui se passe aujourd'hui. Mais si ça tournait mal pour eux, j'ai l'impression que ce qui s'est passé avant, ça va être de la petite bière. C'est un avis charitable que je leur donne s'ils veulent l'entendre. Autre conférence? Autre question? Oui? Existe-t-il des pays, des pays d'envergure, où le complot judéo-maçonnique ne serait pas vraiment développé? Je me pose en particulier pour la Russie de Poutine. Alors, il s'est développé, incontestablement, il s'est développé. Rappelez-vous les premières purges de Poutine, qui a éliminé tout de même toute une série d'oligarques juifs. Et là, dans mon livre, justement, sur l'armée française face à la destruction de la nation, je rappelle que c'est du copier-coller. Ce que les Allemands ont souffert après leur défaite en 14-18, on l'a retrouvé après la chute de l'Empire soviétique. On a retrouvé les mêmes aux deux époques pour sucer ce qu'il y avait à prendre dans l'Allemagne et dans la Russie. Résultat quoi? L'élection d'un certain chancelier Hitler, parce que les Allemands n'en pouvaient plus, et l'apparition de Poutine et le ménage qu'il a fait sans aucune douleur. Il n'y a pas eu de réaction en Russie. Ça semblait tout à fait normal pour le juif normal que ces gens-là soient... Alors, pour ça que ceux qui disent que Poutine est d'origine juive, que Poutine est mondialiste, on aurait peut-être essayé d'être sérieux, quand même. Et concernant la Chine? Alors la Chine, moi j'éviterai d'en parler parce que c'est un monde particulièrement impénétrable. D'abord, il y a le problème de langue. D'une part, je ne suis pas sûr qu'avec la mentalité à la fois communiste, je dirais en fait national-communiste des Chinois, ils puissent être très ouverts à la notion de mondialisme messianique juif. Et d'ailleurs, qu'est-ce que l'on constate? C'est que sur le plan local, ne serait-ce qu'en Syrie, ils s'entendent parfaitement avec la Russie de Poutine. Donc je pense qu'ils sont parfaitement conscients. Ils sont pour un monde multipolaire, ce qui nous convient parfaitement, contre ce monde unipolaire que voulaient bâtir les États-Unis, bras armés du sionisme. Bon, eh bien écoutez, si vous voulez que je vous dédicace des livres, c'est le moment.